Salut les codes! Il a décortiqué notre système économique tout en dénonçant ses injustices politiquement incorrectes. Figure du communisme, c'est le catcheur de l'écho, c'est Karl Marx. Marx naît en 1818 à Trèves, en Allemagne, dans une famille de tradition juive. Ses deux parents gagnent très bien leur vie. Son père est avocat et sa mère vient d'une famille de riches commerçants. La jeunesse de Marx est bercée par le mouvement littéraire allemand de l'époque, le romantisme. Pour s'ambiancer, du coup, il lit vachement et surtout de la poésie. Il est aussi marqué par le courant des Lumières. Comme Diderot, père de l'encyclopédie, Marx est convaincu qu'on devient plus libre si on accède à plus de connaissances. Pour tous les Européens du début 19e, la Révolution française de 1789 reste un souvenir proche. Seulement 30 ans séparent la naissance de Marx de la prise de la Bastille. Marx étudie le droit, puis la philosophie, et il tente d'ailleurs de devenir prof de philo, mais le gouvernement allemand s'y oppose car il juge ses idées trop provocantes. Marx se réoriente alors vers le journalisme, et dans ce métier, il se forme à l'écriture, ce qui lui servira plus tard à écrire des textes bien badass, et pendant ses reportages, il réalise comment les ouvriers vivent et dans quelles conditions ils travaillent. Quelques années plus tard, à 26 ans, Marx rencontre Friedrich Engels. C'est aussi un Allemand, quasiment du même âge que Marx, sauf qu'il est né dans une famille d'industriels du textile très fortunés. C'est le coup de foudre intellectuel. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie, mein Lieber, ein Genie. Diese Studie über das englische Proletariat, c'est un travail de premier ordre. Allez, cheerio! Engels aussi adore la philo et la poésie. Ils font des projets d'écriture ensemble et ils sont tellement chauds qu'ils vont démonter le boss des boss de la philo de l'époque, Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand qui est convaincu que nous, le monde, tout en fait, est gouverné par une sorte de force intellectuelle supérieure. Cette force, que Hegel appelle l'esprit, c'est d'un côté tout ce que les humains créent, comme l'art, et c'est ce qui explique que, à chaque nouvelle société, celle-ci soit plus raffinée que la précédente. Par exemple, c'est cet esprit qui explique que l'art égyptien soit remplacé par l'art grec, plus perfectionné, qui à son tour laisse sa place à l'art chrétien, encore plus perfectionné. L'esprit apporte donc une perfection de plus en plus parfaite, ce qui fait progresser toute l'espèce humaine. Ce qui compte vraiment dans sa théorie, c'est que c'est l'histoire tout entière qui s'explique par cet esprit. Cette force intellectuelle nous conduit d'un point A vers un point B, du moins raffiné vers le plus raffiné, du passé vers l'avenir. Marx et Engels ont beau aimer la philo, pour eux, Hegel est complètement perché. Ok, l'histoire passe d'une période à une autre. Le seigneur du Moyen-Âge est différent du propriétaire d'esclaves de l'Antiquité, le moulin à vapeur a remplacé le moulin à bras. Par contre, il n'y a aucun esprit supérieur qui rythme le déroulement de l'histoire. Ce qui est premier, c'est ce qui existe concrètement dans notre vie quotidienne, dans notre réalité sur Terre. Exemple, si les pauvres n'ont pas les mêmes tracas ou les mêmes pensées que les riches, c'est parce que pauvres et riches ont des conditions d'existence économique différentes. Les pauvres n'ont pas de revenus réguliers, ils n'ont pas de four pour cuire leur pain, leurs logements sont souvent plus petits, bien qu'ils aient plus d'enfants à nourrir. Bref, si un pauvre pense à manger, c'est parce que il n'a rien à manger. Yes! Pour Marx, si le pauvre est conscient de sa propre condition, ce n'est pas parce qu'un boomer s'est dit « Ah, si j'écris que nos pensées, elles sortent directement de notre cerveau, que notre raison, notre intelligence, en fait, elle est trop badass, et que j'écris des trucs hyper perchés, compliqués, tout le monde me croira, je serai trop hypé comme philosophe, quoi. » Au contraire, pour Marx, la conscience du pauvre vient de quelque part. Elle s'enracine dans sa réalité matérielle, concrète. Donc, deux idées. Il y a une opposition matérielle versus intellectuelle, et nos créations intellectuelles sont le reflet de nos conditions matérielles d'existence. Pour montrer qu'il déconne pas avec cette opposition matérielle-intellectuelle, Marx et Engels créent carrément deux mots, infrastructure et superstructure. L'infrastructure, d'abord, c'est les conditions concrètes de production, comme le revenu ou le four à pain de tout à l'heure. En gros, c'est la partie matérielle et économique. Sur cette base, on a la superstructure. Dans ce deuxième compartiment, on trouve toutes les créations intellectuelles, comme le droit, la religion ou l'éducation, qui prolongent donc l'infrastructure. Vous trouvez que ça complique les choses? En fait, ça peut même servir à les clarifier, à voir à quel point Hegel se met le doigt dans l'œil pour bien finir. Souvenez-vous, pour Hegel, c'est une force intellectuelle qui entraîne le déroulement de l'histoire. Quand Hegel dit ça, ça veut dire que notre conscience est influencée par l'esprit, donc que les conditions réelles d'existence
n'ont pas d'effet sur notre conscience. Les relations entre riches et pauvres, l'existence de machines pour produire, l'argent pour acheter des trucs, bref, tout ça est déterminé par notre conscience. Donc, que c'est la superstructure qui détermine l'infrastructure. Notre conscience détermine nos conditions de vie réelles. Trop hypé, quoi. Marx et Engels calment donc Hegel et ses potes. Hegel. Bref, ils le calment en une phrase. Ce n'est pas notre conscience qui détermine notre existence, c'est notre existence qui détermine notre conscience. Pourquoi Marx et Engels insistent tant sur cette opposition? Au fond, c'est pas juste une théorie. En fait, cette façon d'expliquer comment nos idées viennent à notre conscience a des conséquences politiques. Pour Marx et Engels, ça dévoile les causes de certaines injustices. Exemple, pourquoi les lois votées par les riches ont tendance à favoriser les riches? Réponse de Marx, les riches votent des lois pour les riches parce qu'ils ont des conditions d'existence de riches. Donc, une conscience de riches. Infrastructure, superstructure, ce qui entretient les inégalités. Les riches vont pas avoir une conscience de pauvres. Déjà que c'est la galère d'être riche, les gens se rendent pas compte. Il y a les impôts, la femme de ménage, le jardinier à payer, les fondations à financer, et Charles-Édouard qui a encore roulé défoncé avec sa Porsche. Pauvre riche. Puisque Marx s'intéresse aux conditions matérielles d'existence, il se sent de plus en plus concerné par la cause des ouvriers. En fait, toute la société prend de plus en plus conscience des conditions difficiles des travailleurs. Dans toute l'Europe, de nombreux intellectuels écrivent des textes et se réunissent dans des clubs. Leur but, trouver comment améliorer les conditions des travailleurs. À ce sujet, Marx a sa propre vision des choses, à la fois économique et politique. Commençons par la partie plus économique. Dans la société de son époque, qu'il appelle le système capitaliste, les travailleurs sont complètement dominés, car ils n'ont aucun capital. Pour Marx, le capital, c'est à la fois l'argent et les machines et outils nécessaires pour produire des biens. Comme les travailleurs n'ont pas de capital, donc ni argent ni outils de production, ils sont contraints d'aller travailler chez ceux qui en ont, les propriétaires de capital. Ceux qui ont du capital, Marx les appelle logiquement les capitalistes. Les travailleurs, sans capital, se mettent donc au service des capitalistes, avec capital. Les travailleurs n'ont qu'une seule chose à leur offrir, leur force de travail. En effet, comme disait Smith, derrière toute marchandise se trouve du travail humain. Évidemment, les travailleurs ne travaillent pas gratuitement. Ah ouais, mais t'imagines, un monde où on tafferait gratos, sans salaire, que dalle? Attends, mieux. Un monde où on tafferait sans salaire, mais sans savoir qu'on nous fait bosser? Attends. Un monde où on se rendrait même pas compte qu'on est en train de charbonner? En tout cas, pour Marx, les travailleurs reçoivent un salaire. Grâce à leur force de travail, le bien est produit, puis vendu. Avec cette vente, le capitaliste reçoit un revenu. Et ce revenu, le capitaliste l'utilise pour rémunérer les travailleurs. Le travail est donc indispensable au capitaliste pour qu'il puisse produire des trucs. Sans force de travail, sans la contribution des travailleurs, le capitaliste n'aurait pas de revenus, vu qu'il n'aurait aucun bien de valeur à vendre. Mais énorme prank, le capitaliste ne leur verse pas tout l'argent de la vente. Il leur en verse une partie seulement et en garde l'autre. Ce prank, c'est juste le plus gros scoop de tout Marx. Le secret de l'enrichissement des capitalistes, d'après lui, c'est la théorie de la plus-value. Regardons par exemple le cas d'un producteur de frites. Un ouvrier se rend dans l'entreprise d'un capitaliste et donne de son temps pour y préparer du frites. Une fois cuisiné, le frit est vendu 20 € le bucket. Dans ce schéma, quand un bucket est vendu, le capitaliste reçoit 20 € pour cette vente, puis répartit ces 20 € entre ses travailleurs et lui-même. Il verse une partie de la valeur du bucket aux travailleurs, 5 €, et prélèvera la partie restante pour lui-même, donc 15 €. Ces 15 €, c'est ce que Marx appelle la plus-value. C'est la partie de la valeur du bien produit que le capitaliste garde pour lui-même en la prélevant sur les efforts des travailleurs. Oh merci Jamy! Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ben, sûrement le message le plus important de Marx en fait. Les 5 € de salaire des travailleurs ne reflètent pas la vraie valeur de leur travail. En effet, le capitaliste s'est approprié tranquillou les 15 € restants de la valeur totale du bucket de frites. Donc, si le capitaliste chez Marx reste riche et qu'il le devient de plus en plus, c'est parce qu'il paye toujours ses travailleurs moins cher que ce qu'ils ne valent réellement. Il y a donc une création du capital sur le dos des travailleurs. Marx appelle cela l'exploitation. La logique est simple, puisque les capitalistes veulent continuer d'accumuler des richesses, ils se servent des travailleurs dans l'unique but de créer toujours plus de capital. C'est pourquoi Marx dira que le capital est comme un vampire qui a besoin de sucer le sang des travailleurs pour exister.
Mais si les capitalistes veulent plus de plus-value, pourquoi versent-ils donc un salaire aux travailleurs? Vous demandez-vous? Par charité? Parce qu'ils se soucient de leur réputation? Que nenni! Selon Marx, le capitaliste ne verse des salaires que pour une seule chose, permettre aux travailleurs de se nourrir pour avoir la force physique de revenir travailler demain. Si le capitaliste entretient cette force de travail, c'est donc pas pour recevoir le prix du plus gentil des patrons, mais encore et toujours, puisqu'il veut continuer à accumuler du capital. Donc, l'exploitation chez Marx, c'est pas simplement l'utilisation de travailleurs, mais leur utilisation dans le but infatigable de leur arracher de la plus-value. Tranquille, le système capitaliste. Marx est un catcheur, car dans sa vision du monde, il y a toujours du conflit. On le voit bien dans le rapport entre les capitalistes et les travailleurs. Comme le capitaliste utilise les travailleurs pour augmenter son capital, il va chercher à les faire travailler de plus en plus, donc à les exploiter encore plus pour gagner plus. On trouve cette tendance aujourd'hui dans le secteur du jeu vidéo. Lorsque le jeu est en train d'être finalisé, les développeurs ont tendance à faire des heures supplémentaires non payées pour sortir leurs produits dans les temps. Ce phénomène de mise sous pression dans le secteur est appelé le crunch. Et c'est là que l'économie de Marx devient plus politique. Ça démarre avec le conflit entre d'un côté les travailleurs, ou les prolétaires comme les appelle Marx, et de l'autre les capitalistes. On a vu que les prolétaires n'avaient pas de capital, donc qu'ils bossaient pour les capitalistes, qui se mettaient à les exploiter, et ça, quel que soit leur secteur. Puisqu'ils sont tous exploités par les capitalistes, ils ont tous objectivement intérêt à s'opposer aux capitalistes. Le problème, c'est que seul chaque travailleur est impuissant. Pour triompher des capitalistes, les travailleurs doivent s'unir, former un groupe, se mobiliser. En un mot, il faut qu'ils luttent. Pas content, pas content. Comme l'écrit Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Pour concrétiser sa petite formule, Marx veut coacher les travailleurs, les motiver à s'organiser, à lutter contre les capitalistes. Pour ça, il invite son pote Engels à passer à la maison pour une soirée tranquille, posée, et ensemble, ils publient le manifeste du Parti communiste. Avec ce petit livre, style fin du monde, il chauffe les travailleurs en s'adressant à eux par cette phrase célèbre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Avec ça, Marx veut toucher le plus de monde possible, avoir le plus de followers, parce qu'il se dit que si les prolétaires lisent son livre, ils auront enfin conscience qu'ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes conditions de vie. Une fois qu'ils se verront tous comme des semblables et qu'ils seront bien déter, les travailleurs se sortiront les doigts et, d'après Marx, ils s'organiseront pour changer leurs conditions d'existence. Un chouïa révolutionnaire, le coco. On l'a bien compris, ce qui mène le monde pour Marx, ce sont les conflits entre possédants et non-possédants, entre dominants et dominés. Comme il l'écrit dans son manifeste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. C'est pourquoi Marx est fasciné par les révolutions qui surviennent de son vivant. Quand les manifestations éclatent en France en 1848, Marx se rend aussitôt à Paris. Cependant, le gouvernement français se méfie de ses idées. Poursuivi, Marx se réfugie alors avec sa famille en Angleterre. À Londres, Marx se plonge dans les bibliothèques et lit énormément. De l'économie, de l'histoire et même de la physique. Grâce à toutes ces lectures, Marx va frapper un grand coup avec son nouveau livre massif d'économie, le Capital. Marx souhaite démontrer scientifiquement les lois du système capitaliste. En particulier, il affirme que le système capitaliste se contredit de lui-même, à cause de deux grands problèmes qu'on va expliquer rapidement. Das Problem numéro 1. Comme tous les capitalistes essaient de faire du profit en même temps, le profit de chacun d'eux a tendance à diminuer. En effet, les capitalistes sont concurrents pour vendre leurs produits. Et même s'ils ne se laissent pas faire en augmentant les temps de travail, voire même en remplaçant leurs ouvriers par des machines, cela ne suffit pas. D'après Marx, quoi qu'ils fassent, leur plus-value se rétrécit inéluctablement. Das Problem numéro 2. Cette situation met les travailleurs un poil chafouin. Comme les capitalistes veulent faire plus de profit, mais qu'ils se font concurrence comme on vient de le voir, ils refusent d'embaucher plus, ce qui fait augmenter le nombre de chômeurs. Comme il y a de plus en plus de personnes sans emploi et de plus en plus de colère sociale, les chômeurs deviennent une menace pour les capitalistes. Bilan des courses.
Comme la plus-value des capitalistes diminue et que les travailleurs sont de plus en plus vénères, le système capitaliste est en autodestruction. Pour Marx, tout ça n'a qu'une seule fin possible, la révolution et la disparition des classes sociales. La fin de la vie de Marx à Londres est une vie misérable. Il arrive à faire publier quelques articles chaque semaine, son ami Engels lui envoie de l'argent, mais cela ne suffit pas à nourrir sa famille, et 3 de ses filles meurent de faim et de froid. En 1883, Marx meurt à son tour de la maladie, son dernier projet de livre inachevé. Aujourd'hui, Marx et son travail sont critiqués. Beaucoup lui reprochent d'avoir prédit une révolution qui n'arrive jamais, ou de voir du conflit partout. Certains sont convaincus que les oppositions de classe ont totalement disparu. Cependant, ses analyses sur la formation du capital sont toujours très actuelles. Marx est donc un auteur pour celles et ceux qui, comme lui, ont beaucoup trop envie de taper sur le système. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je me suis bien amusé à la réaliser, même si j'ai pas pu parler de tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vit encore dans un monde de classe aujourd'hui? Donnez votre avis en commentaire, et si ça vous a plu, faites-le moi savoir en laissant un j'aime et en vous abonnant en cliquant sur la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y poste de temps en temps des trucs sur la préparation des vidéos. Salut!